Il y a un peu plus de 10 ans, l'État islamique d'Irak et de Syrie était au sommet absolu de sa puissance au Moyen-Orient. En 10 ans, le califat central de l'État islamique a été démantelé et ses combattants traqués. Et le monde a fait de son mieux pour éteindre l'idéologie qui avait donné naissance à ce proto-État djihadiste. Dans l'ensemble, ce grand effort mondial a été un succès. L'État islamique ne contrôle plus de territoires importants dans la plupart des régions du monde, tandis que les gouvernements et leurs armées ont tourné leur attention vers des problèmes plus urgents. Même après avoir perdu ces territoires, l'État islamique n'a jamais complètement disparu. Il est passé dans la clandestinité, a pansé ses blessures des années 2010 et s'est préparé à une éventuelle résurgence. L'État islamique des années 2020 est très différent. L'organisation est devenue mondiale, s'est digitalisée et utilise des moyens de communication autonomes, des crypto-monnaies, des sociétés écrans et plus pour s'étendre dans l'ombre. L'organisation que le monde appelait autrefois Daesh n'est plus qu'une petite partie d'un réseau mondial. Des cellules, franchises et proto-États militants poursuivent leurs objectifs tout en coordonnant et finançant l'expansion des autres. L'État islamique d'aujourd'hui est une institution transformée, reconstruite pour prospérer dans un monde en mutation. Et que ce soit en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, cette nouvelle version de l'État islamique gagne du terrain. À en juger par tous les signes extérieurs, la branche de l'État islamique en Somalie, nommée l'État islamique en Somalie, ou pour les besoins de la vidéo d'aujourd'hui, Ayas Somalia est à l'agonie. Basé dans l'État autonome somalien du Puntland, à l'extrémité orientale du territoire somalien, Ayas Somalia n'a jamais représenté une menace sérieuse pour la stabilité de la Somalie. Après tout, ce groupe fait tout simplement pâle figure face à toutes les autres menaces pesant sur la sécurité de la Somalie, en particulier l'insurrection djihadiste beaucoup plus grande et puissante, Al-Shabaab. Depuis leur cachette dans les montagnes isolées du Puntland, Ayas Somalie a évolué pour devenir quelque chose de plus au début des années 2020. Ils ont contrôlé des villages, capturé des mines d'or et créé de nouvelles sources de revenus. Au lieu d'étendre leur territoire, ils ont choisi de devenir le centre du mouvement mondial de l'État islamique. Ils ont mis en place des réseaux de financement transnationaux sophistiqués, créé de la propagande pour que leurs affiliés la diffusent dans le monde entier et ont même accueilli certains des plus hauts dirigeants de l'État islamique venus du monde entier. Haut dans les montagnes, dans une région autonome et ignorée d'un pays qui avait des problèmes bien plus graves, Ayas Somalie pouvait agir à sa guise en relative sécurité. Mais à partir de la fin de 2024, Ayas Somalie a été soumis à des attaques incessantes, non seulement par les forces armées de la région du Puntland, mais aussi par des salves répétées de la puissance aérienne américaine. Au début de 2026, l'État islamique en Somalie était en totale déroute, et leur ancienne base d'opération avait été détruite. Pour cette raison, les observateurs attentifs du mouvement mondial de l'État islamique ont été très surpris de voir une annonce des services de renseignement marocains, le 25 mars 2026. Ce jour-là, plusieurs mois après que Ayas Somalie ait été considérée comme pratiquement démantelée, la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc, ou DGSD, a annoncé avoir démantelé une cellule terroriste d'Ayas Somalie sur son sol. Le Maroc et les renseignements espagnols ont découvert une cellule d'Ayas Somalie active à Tanger et Majorque. Cette cellule coordonnait le financement et le soutien logistique de plusieurs filiales de l'État islamique à travers l'Afrique, y compris en Somalie. Mais leurs ambitions allaient bien au-delà de cela. Les renseignements marocains ont révélé que la cellule préparait une attaque imminente, non pas en Afrique mais en Espagne, rendant cette découverte encore plus étrange. La cellule Ayas Somalie travaillait apparemment avec des représentants d'une autre filiale de l'État islamique, la puissante Ayas Sahel, qui opère dans la région du Sahel en Afrique juste au sud du Sahara. C'était le dernier signe de l'ambition croissante de la franchise Ayas Sahel. Le groupe détourne son attention de ses objectifs militaires en Afrique et commence à envisager une expansion à l'échelle mondiale. La cellule inattendue au Maroc a été annoncée un jour après une autre révélation inhabituelle, cette fois par le Africa Defense Forum. Le 24 mars, le FDA a publié un rapport sur l'expansion de l'État islamique en Libye. La Libye, autrefois foyer de l'État islamique dans les années 2010, n'était plus une priorité du groupe depuis longtemps, selon le chercheur Aaron Zellin. L'État islamique est demeuré silencieux en Libye durant près de 10 ans. Selon le rapport du FDA, il s'est reconstruit dans tout le pays, tant dans les zones du gouvernement libyen reconnues internationalement que dans celles du chef de guerre Khalifa Haftar. Comme le décrit le FDA, l'État islamique s'est rapproché des réseaux de trafic d'êtres humains qui opèrent partout en Libye, acheminant des migrants d'Afrique subsaharienne vers des traversées périlleuses de la Méditerranée. Dans le sud de la Libye, notamment dans la région du Fezzan, l'État islamique a aussi établi des liens avec des réseaux transnationaux couvrant toute la région.
Du Soudan ravagé par la guerre au Tchad instable, jusqu'au régime militaire en difficulté au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Comme l'a déclaré un analyste libyen, Adel Abdelkarfi, à un média libanais appelé An-Nahar, l'État islamique attendait un moment comme celui-ci. En Libye, depuis plusieurs années, alors que les tensions entre les deux factions rivales augmentent, les services de renseignement rencontrent de plus en plus de cellules de l'État islamique redevenues actives. D'abord en recrutant des combattants envoyés en Somalie et au Sahel, puis en blanchissant de l'argent et en créant des sociétés écrans sous couvert humanitaire. En août 2025, les renseignements libyens auraient démantelé une cellule possédant mortiers, canons anti-aériens et de nombreuses munitions. Un réseau financier transfrontalier utilisait des plateformes d'échange de crypto-monnaies pour transférer de l'argent liquide. Chacun de ces deux rapports a suivi de près une troisième enquête sur l'expansion de l'État islamique, cette fois menée par l'analyste des conflits Paweł Wojciech, que vous pouvez d'ailleurs lire sur notre propre site web, Frontsco. Ce rapport, publié par la Jamestown Foundation, soulignait la montée de l'État islamique dans le nord de l'Azerbaïdjan. Selon Paweł Wojciech, l'État islamique est un acteur récent en Azerbaïdjan, ayant seulement créé une franchise en 2024. Ces derniers mois, des cellules de l'État islamique ont été interceptées lors de préparatifs, alors qu'elles préparaient plusieurs attaques, dont une contre l'ambassade d'Israël à Bakou. Pour l'État islamique, l'Azerbaïdjan est un endroit particulièrement intéressant pour s'implanter pour plusieurs raisons. Non seulement le pays a eu du mal à traquer et à limiter d'autres réseaux extrémistes sur son sol, mais c'est un foyer de trafic d'armes illicites, et c'est une base d'opération très pratique pour recruter de potentiels combattants venus de toute la région du Caucase. L'idéologie djihadiste y est plus répandue parmi les communautés musulmanes sunnites que dans d'autres communautés sunnites à travers le monde. Du Maroc à la Libye, en incluant l'Azerbaïdjan, ces rapports révèlent une tendance inquiétante. Bien que l'État islamique ne fasse plus la une, il s'étend discrètement et de façon organisée vers de nouvelles régions. Avant d'analyser les conséquences mondiales, prenons un moment pour évoquer Warfronts, le site premium de notre équipe, média d'actualités écrites et plateforme d'analyse des conflits mondiaux. Notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour offrir des analyses essentielles sur les conflits et la géopolitique mondiaux. Chaque semaine, nous proposons des épisodes vidéo exclusifs et notre briefing du samedi, une sélection d'histoires méconnues du monde entier. Chaque semaine sur Warfront, profitez de contenus gratuits, dont une newsletter bi-hebdomadaire sur les conflits mondiaux. Frontstar Company coûte seulement quelques dollars par mois ou $50 par an. Consultez le site et abonnez-vous si cela vous plaît. Retour au sujet de l'État islamique mondial. Nous souhaitons maintenant avancer une affirmation que nous pensons peu controversée. Si l'organisation de l'État islamique mondial est en période d'expansion, alors ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle pour, presque le monde entier, à l'exception des membres de l'État islamique eux-mêmes. Maintenant, si les trois exemples que nous avons déjà partagés constituaient à la totalité des preuves que l'État islamique était en expansion, alors il serait franchement excessif de notre part de tirer cette conclusion. La majorité des insurgés de l'État islamique ne sont pas en Libye, au Maroc ou en Azerbaïdjan. Si le groupe n'obtenait que des gains limités et était repoussé ailleurs, on pourrait conclure que son influence et sa puissance déclinent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour comprendre l'ampleur du problème, tournons-nous vers le Moyen-Orient, où un récent titre du média War on the Rocks l'a parfaitement résumé. L'endiguement de l'État islamique en Syrie s'effondre, comme l'explique War on the Rocks, et un petit groupe d'analystes des conflits, minoritaires mais très vocal, tente de le faire savoir. Depuis plus d'un an maintenant, l'État islamique a saisi une opportunité cruciale d'agir en Syrie après l'effondrement du régime d'Assad en décembre 2024. La nouvelle opportunité de l'État islamique n'était pas inévitable. C'est plutôt dû à des défaillances sécuritaires, des erreurs stratégiques, des luttes internes et des ingérences étrangères en Syrie post-Assad, souvent sans considération pour la menace de l'État islamique. Plus récemment, la nouvelle direction transitoire syrienne a surtout démantelé le gouvernement autonome kurde qui dirigeait le nord-est de la Syrie. Cette décision a en réalité causé une longue liste de problèmes, qui ne cessent de s'allonger à travers toute la Syrie et dans la région au sens large. Mais le plus gros problème est le suivant. Le gouvernement kurde et sa force paramilitaire, les forces démocratiques syriennes, devaient en contrôler d'immenses camps de réfugiés abritant des milliers de combattants de l'État islamique et de leurs familles. Mais lorsque Damas a lancé son offensive militaire pour reprendre le nord-est de la Syrie, ses forces kurdes se sont retrouvées incapables de protéger ces camps. Et malgré une intervention limitée des États-Unis pour tenter de transférer les détenus de l'État islamique vers l'Irak, les résultats ont été catastrophiques.
Avant l'offensive syrienne, le plus grand camp de cette région, connu sous le nom d'Al-Hal, abritait environ 24 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ayant des liens avec l'État islamique. Mais lorsque les forces démocratiques syriennes ont dû se replier sans confier une surveillance compétente à l'armée entrante, Al-Hol a connu une évasion massive. Des responsables du renseignement américain ont indiqué au Wall Street Journal que des milliers de membres des familles liées à l'État islamique se sont échappés du camp et ont disparu, amenant le renseignement américain à conclure que jusqu'à 20 000 anciens détenus étaient désormais en liberté à travers la Syrie. Citant le journal, des experts en sécurité ont depuis longtemps averti que les épouses des combattants de l'État islamique élevaient effectivement la prochaine génération de militants dans l'immense centre d'Al-Hol. Pour être clair, il ne s'agit pas simplement de la direction transitoire de la Syrie qui a relâché ces personnes. On peut dire beaucoup de choses, Manda, sur la direction actuelle à Damas. Mais les anciens djihadistes qui dirigent la Syrie en ce moment détestent vraiment l'État islamique. Au lieu de cela, les évasions semblent avoir été le résultat d'une gestion totalement et absolument catastrophique de la transfert de l'autorité du camp. Damas et les forces démocratiques syriennes se rejettent mutuellement la responsabilité de l'évasion. Quoi qu'il en soit, ces partisans de l'État islamique se sont échappés en Syrie au pire moment pour le reste du monde. L'organisation a déjà pleinement profité du vide sécuritaire provoqué par la chute du régime, ainsi que de l'instabilité politique, des conflits sectaires et des autres problèmes qui ont entravé le processus de transition syrien. L'État islamique en Syrie comprend clairement que s'il devait exploiter ce vide sécuritaire pour s'emparer de territoires, il risquerait d'unifier Damas et ses nombreux ennemis internes, pour faire face à la seule menace insurrectionnelle que tous méprisent suffisamment pour trouver un moyen de travailler ensemble. Au lieu de cela, l'État islamique profite du fait que, tant qu'ils ne se font pas remarquer, la direction syrienne est bien trop distraite pour leur accorder la moindre attention. Encore mieux, les États-Unis se retirent de Syrie en même temps et leur retrait sera probablement terminé comme prévu, tant que l'État islamique ne donne pas à Washington de raison de changer d'avis. Comme l'explique War on the Rocks, cela favorise la radicalisation que l'État islamique peut exploiter pour infiltrer les structures étatiques et reconstruire ses réseaux. La mission de Washington contre l'État islamique touche à sa fin, au moment même où le groupe est prêt à refaire surface. Fin de citation. La guerre en Iran et au Moyen-Orient, ainsi que le chaos qui en découle, ont seulement facilité la tâche de l'État islamique. En Afrique, d'autres filiales de l'État islamique progressent. La province du Sahel de l'État islamique gagne rapidement en puissance, opérant au Mali, Niger, Burkina Faso et d'autres pays du Sahel. Où survient désormais la majorité des décès liés au terrorisme dans le monde, l'ISSL n'est pas l'insurrection la plus dangereuse, ce rôle revenant à Janim, une filiale d'Al-Qaïda. Mais Janim a créé un niveau de chaos qui a ouvert la voie à l'ISAL pour étendre ses propres opérations, se positionnant comme une force de combat encore plus radicale et encore plus impitoyable. Pour les habitants qui ne croient pas que Janim va assez loin, ISAL a utilisé en janvier des drones et des mortiers pour attaquer un aéroport international clé au Niger, dans une démonstration impressionnante des capacités croissantes du groupe au Nigeria et dans les pays voisins. La province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a réussi à affronter les forces gouvernementales lors de batailles de plus en plus importantes. Même alors qu'elle lutte pour la domination contre d'autres insurrections djihadistes, Boko Haram en République démocratique du Congo. Plusieurs provinces de l'Est ont été déstabilisées par un groupe affilié à l'État islamique appelé les Forces démocratiques alliées. Il faut préciser que ces forces ne sont ni démocratiques ni alliées, sauf avec l'État islamique. Les forces démocratiques alliées, actives depuis des années en vastes bandes itinérantes à travers le pays, sont devenues plus audacieuses ces derniers mois. Lors d'une attaque particulièrement remarquable, le groupe a pris d'assaut une mine d'or exploitée par des Chinois, tuant plusieurs mineurs locaux et obligeant les ressortissants chinois responsables du site à fuir pour leur sécurité. Même au Congo en guerre, les attaques contre les intérêts chinois restent rares. Et cette dernière attaque suggère que les partenaires congolais de l'État islamique commencent à s'intéresser aux entreprises étrangères qui extraient des ressources lucratives de leur pays. Enfin, l'éclatement de deux conflits majeurs en Asie a ouvert la porte à l'une des branches les plus dangereuses de l'État islamique. Le Khorasan, pour étendre rapidement sa puissance et son influence, est actif au Pakistan, en Ouzbékistan, en Afghanistan et au Tadjikistan. Si vous avez suivi la politique mondiale ces derniers mois, vous savez que 2 de ces 4 nations sont en guerre. Depuis fin février, le Pakistan et l'Afghanistan s'affrontent dans la région frontalière, des combats éclipsés par la guerre en Iran. Où cette frontière se situe-t-elle ? Le Khorasan est historiquement à son apogée, mais l'État islamique est resté en grande partie en dehors du conflit.
Au lieu de cela, le groupe semble exploiter l'instabilité pour étendre ses opérations, recruter de nouveaux membres et attirer des partisans des talibans pakistanais et d'autres groupes insurgés dont les membres cherchent à rejoindre un mouvement encore plus radical. Tout aussi important, le Khorasan semble prêt à tirer parti de la guerre en cours en Iran. En citant le chercheur en renseignement Morgan Tadic, qui écrit pour l'Atlantic Council, l'État islamique semble prêt à exploiter ce moment d'instabilité régionale à son avantage. L'État islamique cherche à attirer de nouveaux partisans, inspirer des attaques et renforcer son territoire, profitant du chaos de la guerre en Iran et des situations sécuritaires en Syrie et Afghanistan. À noter que dans ce cas, l'acronyme ISIS désigne l'ensemble du mouvement. Actuellement, le monde traverse une période de bouleversement. Et il n'était guère surprenant que l'État islamique ait disparu des gros titres. Et c'est intentionnel, après tout, l'État islamique a tiré les leçons de sa tentative de former un califat dans les années 2010, et il s'est transformé en une insurrection transcontinentale qui prospère lorsqu'on l'ignore. Mais les périodes de chaos mondial, quand gouvernements, armées, agences de renseignement et médias détournent leur attention, sont justement les moments où une insurrection discrète et coordonnée, comme l'État islamique, peut exploiter cette fenêtre d'opportunité. Nous ne pouvons pas présenter un aperçu complet des avancées récentes de l'État islamique, contrairement à notre couverture de la guerre en Iran ou d'autres crises mondiales. L'État islamique est passé de ces années d'adolescence impulsive à une insurrection mature, bien connectée et extrêmement dangereuse, qui comprend parfaitement la valeur du secret. Suivre l'État islamique, c'est comme regarder un lac et essayer de deviner ce qui se passe sous l'eau en observant les vagues et les ondulations occasionnelles à la surface. Peu importe les nouvelles sur l'État islamique, les conclusions restent identiques. À une époque de chaos mondial, l'État islamique gagne en puissance, élargit ses ambitions et met en place de nouvelles cellules dans de nouveaux lieux, en visant de nouvelles cibles. Le pire, c'est que l'organisation sait que le monde détourne le regard. Quand cela changera, l'État islamique aura déjà effacé ses traces. Et quels que soient les plans qu'il aura élaborés d'ici là, ils seront plus difficiles que jamais à dévoiler. Merci de votre attention.